Spécialiste en communication corporate et marketing, M. Etoga Messina François se projette sur l'après-Coupe d'Afrique des Nations, également le développement de l'industrie du divertissement au Cameroun. Bienvenue sur Vue de la Diaspora. M. Etoga Messina François. Aujourd'hui, nous allons parler du football camerounais. La thématique, c'est est-ce que le Cameroun peut-il devenir une super puissance du football? Vous êtes dans le domaine de la communication et du marketing. Est-ce que, pour le cas du Cameroun, faut-il investir dans le football? Nous avons le cas de la Chine où, par exemple, la saison des transferts avoisine les 200 millions d'euros. Merci déjà de m'avoir convié à cette émission Vue de la Diaspora. Je suis effectivement Etoga Messina François Wilson, maître en communication et marketing. Je suis diplômé de la promotion Marie Frères Soleil de 2021 à l'ULB. Déjà, la thématique que vous nous mettez en débat aujourd'hui est d'une importance capitale, mais avant, il faut déjà que je vous situe dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la communication et du marketing. Qu'est-ce que le marketing ou la communication apporterait au football africain en général et en particulier au football camerounais? Je dirais déjà développer le ressenti des Camerounais à retrouver une certaine ambiance à aller dans les stades de football, parce que le constat il est flagrant. Les stades sont vides, hyper vides. Dans le maximum, ce sont que les coachs ou alors les joueurs qui sont sur le banc de touche qui assistent en tant que spectateurs. Mais il faut déjà utiliser le domaine marketing pour travailler au niveau de la population, pour qu'elle retrouve un intérêt à aller dans les stades à nouveau. Et cela se passera sur plusieurs volets que nous développerons au cours de cette interview. La question qui fut posée par Guy Ekwala, c'est une question qui a une certaine acuité dans le monde actuel, et précisément une certaine prégnance dans le football africain. Dans ce sens où on voit le développement exponentiel, pas exponentiel j'ai envie de dire, mais le développement du football chinois qui se base sur différents piliers. Mais est-ce que les transferts constituent la matrice même du développement du football chinois? J'ai envie de dire non, parce qu'il y a plusieurs piliers qui ont été mis en place, comme je disais au préalable. Et dans une certaine mesure, on peut aussi dire oui. Mais je m'attellerai à énumérer quelques piliers qui permettraient de dire en quoi les transferts qui avoisinent les 200 millions d'euros constituent un développement sur un certain niveau. Alors, la Chine, pour développer son football, on peut la situer son développement à partir de 2013 avec la venue de Xi Jinping, le président de l'Empire du Milieu, en 2013. Et un amoureux de football déjà, il va, n'est-ce pas, mettre sur pied une vision qui permettrait à la Chine de devenir une superpuissance dans les années 2050. Et donc voilà que derrière le développement du football, il y a une vision dont le politique encadre même le développement du football dans un pays. C'est pourquoi il faut énumérer ici la volonté politique à mettre en place au niveau des différents pays africains qui développent déjà un plan stratégique du développement du football et qui va entrer en corrélation avec le développement au niveau organisationnel, au niveau de l'Africafoot par exemple au Cameroun, qui doit être en cohésion ou bien en collaboration avec la superstructure. Il ne faut pas, n'est-ce pas, une dichotomie entre les deux plans, parce qu'il faut que les deux cohabitent, les deux coexistent, les deux aillent dans le même cheminement, dans la même vision. C'est pourquoi on ne saurait avoir un président d'une fédération qui est en total déphasage avec la pensée du développement du football au niveau national.
Donc il faut une certaine collaboration. Au niveau chinois, ce qui est à mettre en lumière ici, c'est en 2015, disais-je, il publie le programme du développement de la réforme du football chinois. C'est la matrice même qui place les fondations du développement du football chinois. Et sur cette matrice, il y a 3 piliers sur lesquels ils essayent de mettre l'accent. C'est d'abord le système de formation qu'ils vont revoir. Vous allez voir qu'à ce niveau, ils vont aller recruter d'excellents formateurs au niveau européen pour venir leur donner une certaine science du football, de la pratique du football, développer de nouveaux mécanismes dans la gestion du management de leur football ou alors de l'encadrement de leurs citoyens chinois. Et développer aussi l'amour même de ce sport qui n'est pas culturel au niveau chinois. Par exemple, si je fais le parallèle au Cameroun, le football, on n'a pas besoin de développer cela, c'est inné dans chaque Camerounais. Le deuxième pilier, c'est faire progresser l'équipe nationale sur le plan international. Ici, vous voyez que c'est le politique qui a pensé à mettre en place une politique qui permettrait de développer ce secteur d'activité qui est considéré aujourd'hui comme un soft power dans la géopolitique mondiale. Donc la Chine aujourd'hui, qui est considérée comme une superpuissance, ne saurait être le petit poussin au niveau footballistique. Il faut donc qu'elle développe cette attractivité-là et qu'elle montre ses muscles, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là, sans toutefois et essayer de rivaliser avec j'ai envie de dire, les États-Unis, il faut le dire. C'est les 2 pôles d'attraction aujourd'hui dans le monde. Il faut rivaliser avec ces deux-là. Le troisième, c'est la discipline. La Chine, le football chinois fut gangréné pendant longtemps par un climat de corruption, de plein de malversations. Et donc, ils ont mis ce plan de développement et de réforme du football chinois en place pour essayer d'aplanir et de développer ce secteur d'activité, qu'il soit bénéfique pour la population et pour le pays tout entier. Le football est un axe économique majeur. Le Cameroun dispose des stades de haut standing international. Est-ce que l'industrie du divertissement peut-il permettre un développement économique au Cameroun? Monsieur Guy Ekwala, c'est une très belle question et il faille poser les bases qui permettraient de donner une certaine réponse, une certaine clarification à cette problématique que vous mettez sur la table. Déjà, le Cameroun sort de loin, il faut le dire. Le Cameroun sort de très loin. On a une bonne génération qui n'a pas connu ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, avec le développement des infrastructures que vous venez de faire allusion. Japoma, Olembe, qu'on va baptiser stade de Paul Biya, le texte est en étude à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous avez Bepanda qui a son stade, les Lions qui ont donné une certaine gloire à la population ou bien au pays tout entier. Mbappé Lépée, le stade Mbappé Lépée. Il y a plein de stades qui ont émergé de 5 ans, j'ai envie de dire. Et donc, oui, le football est un axe économique majeur, oui. Mais comment le Cameroun peut tirer parti de cet axe économique, c'est ça qui est la véritable problématique. Et donc là, on va rentrer dans l'analyse structurelle du fonctionnement même de nos organisations, mais de notre État. Est-ce que nous avons un plan de développement du football au niveau national? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. J'ai envie de dire non. Parce que si je me réfère au plan chinois, on a vu que c'est le politique qui a pensé le développement du football. Et dans ce plan, si je me réfère encore à ce que j'ai eu à lire, ils estiment qu'ils vont construire 60 000 stades en 3 ans. Avec un investissement colossal. Au Cameroun, le budget de l'Africa Foot, c'est 8 milliards. 8 milliards. Mais comment on arrivera à développer le football et qu'il soit un axe économique majeur avec 8 milliards?
il faut déjà, et si j'ai envie même de segmenter encore les 8 milliards, on estime que c'est 2 milliards qui doivent aller au niveau de l'investissement. Ça ne ferait même pas un stade, je crois. Ça ne ferait pas un stade, j'ai envie de dire. Et donc, il faut aller trouver des ressources qui permettraient de développer le football et de le considérer de fond en comble comme un axe économique majeur au Cameroun. Mais en soi, oui, effectivement, le football, c'est un axe économique majeur. Il y a Guégan qui a publié un livre, Géopolitique du sport, le nouveau monde qui se dessine. Il montre par là que on peut s'appuyer sur le sport pour montrer qu'on est une force économique, une force culturelle, une force politique, une force tout simplement qui, de par le soft power que constitue le football, permettrait de montrer son influence, ne fût-ce que pour le Cameroun au niveau sous-régional. Et donc, oui, le football, je vais me redire, oui, le football est un axe économique majeur, mais comment le Cameroun met les bases pour qu'il tire profit de cet axe économique majeur? C'est là qu'est la véritable question. La Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun en début 2022. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager un projet d'après-Coupe d'Afrique des Nations qui permettra d'entretenir les stades et surtout les rentabiliser? Merci pour cette brillante question, Guy Ekwala. Ce serait une hérésie que de dire que les infrastructures n'ont pas été pensées en dehors d'un projet d'avenir. Non, ce serait une hérésie que de dire cela. Il va de soi que la construction même intègre déjà une gestion au niveau des activités qui permettrait de faire fonctionner ces infrastructures bien après la CAN. Mais là n'est pas, à mon sens, la problématique. La problématique, pour moi, vient du fait que comment les hommes qui encadrent ou bien qui doivent gérer ces infrastructures-là permettront ou alors auront l'intelligence d'aller chercher les activités à même de faire fonctionner ces infrastructures. Sinon, on resterait là à dire que l'infrastructure est belle, mais c'est les hommes qui doivent faire fonctionner l'infrastructure. Sans l'imagination de l'homme, l'infrastructure en elle-même, elle est muette. Elle ne saurait, de par sa splendeur, peut-être ça serait un site touristique, j'en sais rien, mais en elle-même, elle sera vide de tout sens. Mais il faut que les hommes aillent trouver des activités qui permettraient de faire entrer des fonds et pourquoi pas entretenir ce stade par lui-même, sans toutefois aller piocher encore dans les caisses de l'État et pour l'entretien d'un stade qui fut construit à la sueur des Camerounais et que l'entretien doit encore être à la sueur des Camerounais, ce serait une hérésie. Je pense que le ministère du Sport a pensé à cela et dans les jours à venir, après la CAN, on verra bien s'ils ont pensé à un projet. Mais on reste ouvert à accompagner le gouvernement dans ce sens. Est-ce que le football camerounais, après la CAN, pourrait représenter 1% du PIB, soit environ 200 milliards de francs CFA, pour le développement de cette industrie? Une fois de plus, merci pour la question. Oui, le football camerounais faut répondre ça avec une affirmation forte. Oui, c'est possible. Mais quand vous voyez le budget de l'Africa Foot, vous vous demandez comment on va atteindre 200 milliards. Je vous ai dit tantôt qu'il est en 2020, ce budget est à 8 milliards. Vous voyez le gap qu'il y a avec l'espérance d'atteindre 200 milliards pour l'industrie du divertissement à forger au Cameroun. On croirait que c'est un rêve utopique, mais non, c'est possible. Il faut juste que les hommes qui ont la main à la pâte autour de cette activité donnent du sien et que les projets institués prennent corps de façon simple, sans toutefois se prendre la tête, et que le football en lui-même ne soit plus un débat politique, mais une activité économique. Parce que le football au Cameroun, c'est un débat politique. Ce n'est pas... c'est plus un sport, c'est un débat politique. Le football se passe dans les télévisions, dans des réunions, le vrai football, c'est dans les 2 euros, par exemple.
au Cameroun. C'est dans les 2 euros qu'on pratique le football. On ne pratique plus le football de façon institutionnalisée. Non, c'est fini ça, le football, ce genre de football au Cameroun. On espère qu'avec l'arrivée du nouveau président, les choses vont prendre de l'ampleur. Et pourquoi pas redevenir comme mes parents ont connu le football camerounais avec les Mbappé Lépé, les Roger Mila, les Marc-Vivien Foué, tous ces grands noms-là qu'on a connus au Cameroun et dans le championnat camerounais, on espère. Cette question met en lumière la pensée que le politique a sur le développement du football au niveau national. Et lorsque je l'ai dit, c'est d'un point de vue sur le plan économique, comment est-ce qu'ils vont retrouver des fonds pour atteindre, pour que les estimations qu'ils se disent que d'ici 2022, notre estimation c'est de faire de l'activité footballistique 1% de notre budget. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver? Il faut une planification stratégique, il faut faire tourner des activités au niveau des stades qui ont été construits. Mais pour cela, ça sera difficile parce que tout le monde va encore regarder la prégnance de l'État ou alors encore aller retirer les fonds au niveau du budget national pour développer ces 1% là. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas faire intervenir le privé à ce niveau-là et que une conjugaison de public-privé et que cela permette de développer le football à ce niveau qu'on espère d'ici 2022 ou bien 2023? Ouais, c'est une éventualité. Surtout que le budget du ministère du sport est insignifiant, il faut le dire. C'est insignifiant. Et c'est du sport, c'est pas du football. On parle du sport. Et si on regarde la quote-part du football, je pense pas que ça atteint même les 5 milliards ou bien alors les 20 milliards. J'ai pas envie d'être très vache. Mais le budget même du pays en soi, est-ce qu'il faut retirer 200 milliards pour donner à l'axe économique footballistique? C'est un peu gros, j'ai envie de dire. Comment allons-nous trouver les fonds pour développer notre football à la hauteur qu'il représente 1% de notre PIB? Ça, c'est la grosse problématique que le politique doit réfléchir et mettre un plan stratégique en place comme la Chine l'a fait. En tant que spécialiste en marketing, nous savons que les droits télévisés en football sont très importants pour le football. Nous savons également que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au Cameroun n'en bénéficient pas. En Europe, 748,5 millions d'euros de droits de télévision. En Angleterre, 3 milliards d'euros pour les clubs de Première Ligue. Que faut-il faire pour y remédier? C'est une autre question à laquelle il faut se pencher. Mais pour la remédiation du football camerounais passe par deux pans, à mon avis, sa structuration et son fonctionnement. Et si au niveau structurel rien ne marche, au niveau du fonctionnement, rien ne marchera à part le détournement de fonds. Ouais, ça normalement, ça devrait aller. Mais les droits TV que vous avez évoqués au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2, comment on arriverait à capter cela au Cameroun? Comment est-ce que le championnat camerounais attirerait des holdings au niveau, les holdings médiatiques, j'ai envie de dire. Et cela passe par une bonne organisation, une bonne visibilité, une bonne attractivité de notre championnat. Si à la base c'est foireux comme c'est là maintenant, je ne suis pas sûr que Bein Sport ou alors Canal+, j'ai envie de dire rien que les deux là, ou même Canal 2 qui est tout à côté, qui s'est battu corps et âme pour accompagner le football camerounais à son corps dépendant, mais ne vont pas mettre un copain pour accompagner ce football. Il est truffé de beaucoup de dénigrement, d'arrêt de championnat, la Coupe du Cameroun qui n'est même pas encore terminée, on ne sait même pas si le championnat il va se finir. Comment un investisseur ou alors un holding médiatique va venir mettre son nez dans un truc qui ne marche pas? Mais
Si, comme je disais au préalable, la structuration et le fonctionnement vont de commun accord, ça coule, ça va de source, parce que c'est ce qui se fait ici, même au niveau de la Belgique, en France, en Angleterre, les exemples que vous avez donnés. Mais cela repose au niveau de la redistribution maintenant de ces droits TV. C'est sur deux axes majeurs que chaque pays là, ont axé leur répartition. Il y a l'égalité et l'inégalité. Mais dans l'égalité ou l'inégalité, il y a encore trois pendants qu'il faut énumérer. Il y a la parité fixe que chaque club aura, peu importe s'il est, je ne sais pas moi quoi, mais il aura sa quote-part parce que c'est une parité fixe. La redistribution sera faite et il aura sa quote-part. Et elle est identique pour chaque club. Mais maintenant, au niveau de la parité variable, c'est là où il y a encore d'autres paramètres qui rentrent en jeu, tels que la notoriété, tels que j'ai développé au préalable pour un bon fonctionnement du football qui attire des holdings médiatiques. Mais est-ce que le Cameroun est prêt à ce niveau d'attirer ces holdings médiatiques? Nous travaillons, c'est pourquoi cette interview est faite pour accompagner la FECAFOOT ou le gouvernement dans ce sens. Pour la visibilité du football camerounais, faudrait-il dans un premier temps effectuer des transferts des joueurs étrangers, comme l'a fait la Chine, la Russie et bien d'autres pays, l'Ukraine par exemple? Faudrait-il vraiment amener dans un autre championnat des joueurs de renommée internationale? Oui, naturellement, ouais, naturellement. Mais cela ne doit pas être fait comme le club Edding qui ramène des joueurs brésiliens, par exemple, dans le championnat camerounais, mais qui ne jouent pas, parce que le championnat est à l'arrêt. C'est pourquoi la précédente question, j'ai parlé de structuration et de fonctionnement. Si donc les deux la fonctionnent ou alors cohabitent, je pense que ramener des joueurs à la hauteur internationale serait une bonne affaire, une bonne chose pour notre championnat. Déjà qu'à la tête de la Fédé, il y a un branding qui a été fait, et donc naturellement, la venue de nouveaux joueurs à la hauteur de Samuel Eto'o ne serait qu'une appareillade. Avec des stades de renommée internationale, c'est tout à fait normal que le Cameroun attire des joueurs de renommée internationale. Pourquoi la Chine a réussi dans ce domaine? On revient encore sur le volet financier, le volet économique. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que les clubs camerounais sont structurés de telle enseigne qu'ils permettraient de capter ces joueurs au niveau international? Parce que vous parlez de la Chine, par exemple. Il y a le joueur Evergrande, le club Evergrande, qui est soutenu par le milliardaire Alibaba, qui a investi de colossales sommes d'argent, construit tout un stade de 100 000 places pour que ce club attire des joueurs tels que Oscar dans le championnat, tels que Oscar Carlos Tevez dans le championnat chinois. Donc c'est tout un investissement que le privé et le public se donnent corps et âme pour développer un secteur d'activité qui leur sera propice ou bénéfique à la longue. Vous venez de parler des changements à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je vous prie de regarder ces images. Lors de l'élection, après l'élection, j'ai assisté à ces événements-là, à la ferveur d'une population européenne pour l'élection de Samuel Eto'o fils. Est-ce que Samuel Eto'o, à la tête du football camerounais, pourrait permettre à ce que le Cameroun soit une super puissance du football dans le monde? Monsieur Guy Ekwala, vous m'envoyez ravi en me posant une telle question après les élections qui ont connu une victoire de 43 pour Samuel Eto'o et 31 pour Seydou Bombondjoya après moult tractations des différents candidats. Ce fut une élection vraiment que le peuple tout entier
a suivi avec une certaine envie, une certaine abnégation, j'ai envie de dire, pour la renaissance effective du football camerounais. Mais maintenant, la question est de savoir si Samuel Eto'o, ne fût-ce que par son positionnement ou alors sa présidence à la Fédé, permettrait au Cameroun de devenir une superpuissance. Je n'ai pas envie de vous décevoir, mais la réponse que je vais donner serait non. Parce que ce que Samuel Eto'o apporte ici, c'est, de moi en tant que spécialiste en marketing ou en communication, c'est un fort branding, un co-branding d'abord pour la fédération, un branding institutionnel pour la fédération et un branding territorial. Et si je prends le dernier point pour parler maintenant de superpuissance, non pas au niveau mondial, mais l'influence que la présidence de Samuel Eto'o fils au niveau sous-régional pourrait apporter, là, le Cameroun tire un grand avantage. Dans ce sens où les joueurs centrafricains, les joueurs tchadiens, les joueurs guinéens, avec l'organisation, son plan d'action, son plan Marshall, que j'ai envie de dire qu'il a mis en place, permettrait de développer le Cameroun, le football camerounais, à un certain niveau qui développerait une certaine attractivité et d'où les holdings médiatiques, maintenant de par son nom, de par sa carrure, sa stature, sa renommée internationale, viendraient observer le fonctionnement, le déroulement, la structuration du football camerounais. Et de là, si Samuel Eto'o rempile pour les prochains 4 ans, et là, on va maintenant parler du Cameroun en termes de superpuissance au niveau, non plus sous-régional, mais continental. Il faut aller crescendo, j'ai envie de dire. Mais l'influence camerounaise de l'élection de Samuel Eto'o a fait grand bruit au niveau international, ça c'est vrai. Et c'est pourquoi je parle de co-branding, de branding institutionnel et de branding territorial. C'est en cela que l'élection de Samuel Eto'o pour cette année, pour ces 4 années, parce qu'il vient là non pas pour développer en soi le football camerounais, mais il va d'abord s'atteler à le structurer et magnifier son talent tel sur les terrains que dans l'organisation du football camerounais, pour que cela aille de mieux en mieux, pour qu'on n'ait plus de footballeurs cordonniers ou alors des footballeurs chasseurs de rats, j'ai envie de dire. Nous arrivons au thème de cette émission. Vu de la diaspora, quel conseil ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux délégués, aux différents amateurs de football, aux présidents du football par rapport au projet établi par M. Samuel Eto'o fils? Qu'est-ce que le temps passe vite. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et d'avoir sollicité ma personne pour apporter ma contribution aux différentes thématiques qui ont été mises en lumière ici dans cette émission Vue de la diaspora. Pour répondre pour mon mot de fin en relation avec votre question, le conseil que je donnerais soit aux délégués, aux présidents de club, c'est d'accompagner véritablement le président de la fédération dans ses actions sur base de son projet. Et s'ils ont des récriminations à faire, qu'ils le fassent selon les règles de l'art, sans toutefois aller créer une cacophonie qui viendrait encore diluer le fonctionnement ou bien alors le management du football camerounais que eux-mêmes ils veulent voir grand. Et donc c'est pourquoi les joueurs doivent être mis au devant de la scène, que les médias s'impliquent, que les médias viennent travailler autour du projet de Samuel Eto'o pour que cela prenne une envergure au niveau national et international. Et de là, l'axe économique footballistique devient une vraie référence, une vraie valeur, une valeur sûre au plan national. Et le Cameroun tire par là un pan de son développement à travers l'organisation, la structuration et le fonctionnement d'un football à l'image de celui qui le dirige. Le président Paul Biya pour le plan national, premier sportif, et à la fédération, Samuel Eto'o, grand neuf, très bon joueur au niveau national et international,
qui a déjà fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec les remerciements, rien qu'à son élection, Ronaldinho, une petite vidéo de Lionel Messi qui annonce sa venue au Cameroun, qui lui crut. Et donc, que ces délégués travaillent de commun accord avec ce grand monsieur amoureux du Cameroun pour que on trouve du salut, que le Cameroun trouve un salut au niveau de son football. C'est ici que s'achève cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.